On va commencer, s'il vous plaît, avec votre permission. Le cours sera aujourd'hui dédié à Monsieur Richard Gabriel Laloum, qui est décédé lundi dernier, Tieh Nishmato Tzroura Betzor Chaim. Exceptionnellement, j'avoue que c'est très rare, c'est peut-être arrivé une fois ou deux en 18 ans qu'a lieu ce cours chez la famille Cain. Je dois m'absenter aujourd'hui, je dois être à 3 heures à 200 km d'ici. Et donc, je suis obligé aujourd'hui, généralement, c'est un endroit où je vais chaque semaine, mais ça ne tombe jamais à cette heure-là. Et donc, exceptionnellement, je vais devoir arrêter le cours beaucoup plus tôt aujourd'hui. Je ne peux pas rester, je file comme un courant d'air. On va arrêter le cours à -20. En espérant prier pour moi pour que j'arrive à 3 heures à mon rendez-vous. Et donc, comment ? Oui, mais je sais pas tout. Voilà. Et donc, on va commencer le cours et on va essayer, ça va être très dur parce que déjà en 1 heure de cours, je n'arrive jamais à dire le quart de ce que j'avais prévu. Alors en 40 minutes, c'est même pas la peine de commencer. Mais on va malgré tout rappeler qu'en ce moment en Israël, et en vérité, comme je dis toujours, Israël est toujours le microcosme de l'humanité tout entière et particulièrement du monde moderne, et surtout que nous sommes encore dans la période du galout de Édom, c'est-à-dire cette confrontation avec Édom qui est le monde occidental, c'est-à-dire que nous portons en nous les problèmes de Édom, et tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes de Édom, nous sommes encore confrontés d'une certaine manière en exil et à l'intérieur donc de cette civilisation, de cette idéologie qui a complètement pénétré notre peuple, comme on le sait, au niveau idéologique et dans bien d'autres domaines. Et s'il vous plaît, on n'a que 40 minutes, donc ne gâchons pas le cours avec des détails qui n'ont pas de sens. Quoi qu'il en soit, 2 grands débats qui animent notre nation ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui sont encore une fois le reflet d'un débat beaucoup plus général dans le monde entier. C'est le premier débat sur ce qu'on appelle en Israël l'idéologie du Shivion. Shivion, c'est-à-dire de l'égalité. Mais l'égalité dans le sens, selon l'explication occidentale, c'est-à-dire il n'y a plus aucune différence entre l'homme et la femme. Tout ce que l'homme est censé faire, la femme est censée le faire aussi. Et tout ce que la femme fait, l'homme peut le faire aussi. Et ça va jusque dans toutes les limites et bien au-delà des limites de tout ce que l'on aurait pu imaginer il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, 2 hommes peuvent décider d'être papa et maman, et 2 femmes peuvent décider d'être papa et maman. Et dans tous les autres domaines, aujourd'hui, le grand problème qui se pose à l'armée, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous quitte dans 40 minutes, car justement je me rends dans une base militaire qui est très loin. Et donc, quoi qu'il en soit, le grand problème qui agite notre nation aujourd'hui par rapport au tafkid, par rapport au rôle que peut jouer une jeune fille à l'intérieur de l'armée d'Israël, est-ce qu'elle peut effectivement prétendre et atteindre tous les rôles et tous les postes sans la moindre restriction comme un homme? Un grand débat qui anime notre armée aujourd'hui. Et un autre débat plus récent, mais qui était latent depuis des décennies, c'est le débat autour de l'identité nationale de notre nation ici en Israël, ce qu'on appelle en hébreu Chok Aleom, la loi sur l'identité nationale. Est-ce qu'on a le droit de prétendre que finalement l'identité nationale principale en Israël est l'identité juive? C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, il n'y a aucune différence, comme on le sait, entre un juif et un non-juif au niveau de ses droits. On le sait, je le dis, je l'affirme, et seul un homme profondément malhonnête affirmera le contraire. Nous sommes aujourd'hui la nation qui est à la pointe, peut-être sans doute la première de toutes les nations du monde au niveau de l'égalité totale, absolue, entre tous les citoyens de ce pays. Nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps encore, la seule nation au monde qui interdisons à un juif de prier sur le mont du Temple pour ne pas froisser la sensibilité des musulmans,
Et si un juif ose prier sur le mont du Temple, il est arrêté par la police israélienne juive elle-même pour dire jusqu'où va la folie de cette tolérance et de cette ouverture qu'a notre peuple au point de condamner un juif qui a osé prier en face d'un musulman sur l'endroit le plus sacré du peuple juif, le mont du Temple. Donc on n'a pas à se justifier à ce niveau, au niveau de l'égalité, au niveau de la justice et de la tolérance vis-à-vis de n'importe qui vit dans ce pays, même ceux qui sont nos ennemis, car on sait très bien tous les discours et tous les sermons qui sortent du mont du Temple le vendredi à l'égard d'Israël, et la police d'Israël ne fait rien pour les faire taire. Mais malgré tout, est passée une loi qui, quoi qu'il en soit, affirme, ça reste très théorique, parce que sur le terrain ça ne change rien, mais qui affirme que cette terre appartient à la nation juive. Ça a bien sûr provoqué un débat énorme, bien sûr, et évidemment pas seulement venant de l'extérieur, mais aussi et surtout venant de l'intérieur, comme on le sait, car les premiers à s'opposer aux Juifs sont toujours les Juifs, comme on le sait. C'était vrai même avant la naissance d'Abraham Avinu. C'est l'essence même du Juif d'être contre lui-même. Et donc, ces deux problèmes qui sont encore une fois l'égalité absolue entre l'homme et la femme, au point qu'on ne puisse plus faire la moindre différence entre les deux, et le problème de l'identité juive de la nation installée sur cette terre, eh bien figurez-vous que ces deux problèmes qui sont les débats qui font rage en notre peuple aujourd'hui, et qui encore une fois ne sont que le reflet du problème occidental général, puisque évidemment le problème de l'identité des nations, c'est le grand problème que vivent toutes les nations aujourd'hui. Tout est fait pour que l'identité française, européenne et mondiale disparaisse. Comme on le sait, il y a une volonté de faire en sorte qu'un Français ne soit plus ce qu'il a été pendant des siècles, et que finalement ça n'aura plus aucun sens, ça n'a déjà plus aucun sens aujourd'hui d'enseigner dans une école française nos ancêtres les Gaulois, puisque les 2/3 de la classe n'ont plus rien à voir avec les Gaulois. Et donc, il y a une volonté politique, idéologique de casser la nationalité du monde occidental, et de même, bien sûr, le grand débat qui n'est plus vraiment un débat, en tout cas en Occident, sur le fait que l'homme et la femme, c'est exactement la même chose. Un homme a le droit de prétendre à être une maman, et une femme a le droit de prétendre à être un papa. Et à plus forte raison dans tous les autres domaines. Alors figurez-vous que notre paracha parle de ça. Bien sûr, elle ne parle pas que de ça, mais ce sont deux thèmes qui sont évoqués dans notre paracha. Bien sûr, il faut avoir des loupes pour le voir, et surtout des centaines de clés pour ouvrir toutes les portes de béton qui nous séparent de la compréhension de ces messages qui sont dans notre paracha. Alors on va essayer, bien sûr, il nous reste une demi-heure, on va essayer de voir très très brièvement que le Maître du monde m'aide à toucher l'essentiel en si peu de temps. Et la première notion, on a deux sujets, qui sont donc des versets, qui se suivent dans notre paracha, qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et vous allez voir le secret incroyable qui se cache quand on a ouvert les quelques centaines de portes de béton qui nous empêchent de voir le message. Le premier sujet est le suivant. Deux sujets qui se suivent, qui encore une fois apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier sujet nous dit: un homme n'aura pas le droit de s'habiller comme une femme, et une femme n'aura pas le droit de s'habiller comme un homme. Je traduis plus ou moins d'après le sens, pas le mot à mot. Et tout de suite après, on passe à un sujet qui apparemment n'a strictement rien à voir. Or pourtant on est dans la Torah, il y a forcément une logique. C'est quand même le Maître du monde qui a dicté à Moshe la Torah, donc il y a forcément un ordre qui s'enracine dans une sagesse infiniment profonde. Le deuxième sujet qui suit le fait qu'un homme et une femme ne doivent pas porter les mêmes habits, c'est le sujet de lorsque tu te promèneras dans un endroit désert dans le sens qui n'a pas désert, un endroit qui n'appartient à personne, et que tu verras sur un arbre un nid, et l'oiseau mère sur ses oisillons, et tu voudras prendre les oiseaux de ce nid pour manger. On a le droit de chasser, de manger. On parle bien sûr d'oiseaux cachers, c'est pas un aigle ou un vautour, ça peut être des pigeons ou des colombes. Tu devras chasser la mère avant de prendre
les oisillons, tu n'as pas le droit de prendre tout le nid, ou tu n'as pas le droit de prendre la mère et laisser les oisillons, tu dois chasser la mère et prendre les oisillons. Évidemment, quel est le lien entre ces deux sujets? C'est très difficile à comprendre. Alors d'abord, revenons au premier sujet. Je pense qu'à nos âges, et surtout depuis le temps que vous me suivez, vous avez tous et toutes compris que le premier verset doit être compris aussi et surtout d'après le sens, beaucoup plus que d'après le fond, beaucoup plus que d'après la forme. Effectivement, il y a un problème en soi qu'une femme s'habille comme un homme, qu'un homme s'habille comme une femme, mais ce n'est pas le sujet. L'habit, c'est évidemment, comme on le sait, c'est l'identité. La manière dont un homme s'habille, c'est la manière dont il, finalement, se présente. Dans toutes les situations. Si je suis médecin à l'hôpital, j'ai un habit qui fait que quand on me voit, on sait tout que je suis un médecin. Quand je fais du sport, j'ai un habit qui fait qu'on voit que je suis en train de faire du sport. Si je suis un soldat, j'ai un habit qui montre que je suis un soldat. Si je suis un religieux, j'ai aussi un habit qui me différencie de celui qui ne l'est pas. Si je suis jeune, je ne m'habille pas comme quelqu'un qui a 60 ans. Et si j'ai 60 ans, je ne m'habille pas comme un jeune qui a 18 ans ou 20 ans. C'est évident que l'habit, d'une certaine manière, véhicule l'identité, véhicule ce que je suis, avec toutes les réserves et les nuances. Mais quoi qu'il en soit, ça reste vrai. Et donc au niveau du sens, car il est hors de question pour nous de limiter la Torah au niveau de son sens formel, nous avons l'obligation de comprendre la Torah dans son sens profond et pas seulement formel. Il est clair que la Torah ici nous livre le message qui est le débat fondamental du monde occidental. L'identité masculine et l'identité féminine doivent être fondamentalement différentes. Bien au-delà, encore une fois, de l'habit, qui n'est que l'aspect formel des choses. Il y a effectivement, et la Torah le dit depuis des millénaires, et le monde occidental fait tout pour casser justement cette différence d'identité, il y a une différence fondamentale entre l'identité masculine et l'identité féminine. Le grand problème c'est que nous ne savons plus ce que c'est un homme, nous ne savons plus ce que c'est une femme. Donc dans le néant identitaire, il est clair qu'on ne comprend pas pourquoi il y aurait une différence. Mais de la même manière que dans un autre domaine, l'identité d'un médecin n'est pas celle d'un avocat. Et lorsque je suis malade, je ne vais pas trouver un avocat. Lorsque j'ai un problème financier, je ne vais pas trouver un médecin. Ça, tout le monde comprend que par rapport à ton problème, tu vas chez celui qui est censé pouvoir le résoudre. Parce que lui a appris à être un médecin et lui a appris à être un avocat. Exactement de la même manière, être un homme et être une femme, c'est pas seulement avoir un physique différent. C'est essentiellement, avant tout et surtout, des fonctions, des rôles, des missions différentes dans le monde. Le problème, c'est que nous ne savons plus quelle est la mission d'une femme, nous ne savons plus quelle est la mission de l'homme. Donc automatiquement est née une nouvelle idéologie qui, d'une certaine manière, est justifiée quand elle naît du néant. Si on n'a plus de raison de voir la différence entre un homme et une femme, pourquoi voudrais-tu qu'il y ait une différence entre un homme et une femme? Mais c'est la raison pour laquelle la Torah insiste et nous dit non, un homme ne s'habillera pas comme une femme ne s'habillera pas comme un homme, c'est-à-dire en 2018, c'est comme ça qu'il faut comprendre, chacun des deux doit préserver son identité parce que la Torah prétend et nous enseigne qu'effectivement le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans ce monde sont différents mais évidemment complémentaires. Mais c'est dans la différence qu'on atteint l'unité. Alors, je pourrais, mais le problème c'est que je n'ai pas le temps, je vais juste jeter une toute et minuscule petite notion, mais évidemment il faudrait consacrer plusieurs cours à expliquer alors finalement quels sont les rôles différents, l'homme et la femme, quels sont les rôles différents. Alors la Torah aussi nous donne des indications à ce niveau-là. La Torah nous dit, mais cherchez aujourd'hui, il était une fois, comme on dit, il était une fois nos ancêtres les Gaulois, cherchez, il était une fois une femme, comme on dira dans quelques instants, il était une fois un homme, si ça a existé. La force essentielle de la femme, c'est justement dans, on pourrait appeler, je ne vais pas dire la pudeur, parce que vous allez comprendre ça de manière complètement différente de ce que je veux dire, la force féminine est une force qui est cachée. Si j'osais donner un exemple, dans le domaine militaire, il y a deux forces essentielles.
la force visible qui est l'armée et la force secrète qui sont les services secrets. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est absolument impossible de gagner une guerre si les services secrets n'ont pas déjà fait les 3/4 du travail. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le renseignement. Où se trouvent les armes ennemies, quels sont les plans d'attaque, etc. Comme récemment, on a ramené des tonnes et des tonnes et des tonnes de dossiers de l'Iran, etc. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau convoi qui arrive d'Iran pour le Hezbollah, avant même qu'il commence à savoir qu'il devrait savoir, on a déjà bombardé le convoi. D'où on le sait. Comment c'est possible? C'est les renseignements. Sinon, ça fait longtemps qu'Israël n'existerait plus. Parce qu'il y aurait tellement d'armes de l'autre côté que même avec toute la force qu'on a, on ne pourrait pas se défendre. Mais à chaque fois, on arrive, avant même qu'ils comprennent qu'il faut comprendre qu'ils auraient dû comprendre, ils savent déjà plus où sont passées leurs armes. Parce qu'on a des services secrets qui sont les meilleurs du monde, comme on le sait, personne ne le dit, le Mossad, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, il y a des services secrets, ça veut dire des gens qu'on ne connaîtra jamais. Il y a chaque année des agents du Mossad qui meurent, mais on ne pourra jamais leur dire merci, parce qu'on ne saura jamais qui ils sont. C'est vrai dans tous les services secrets. Tous les services secrets cachent le nom de leurs agents, évidemment. On a aussi des unités. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas la photo de Emmanuel Moreno, qui a été tué dans la dernière du Liban, qui était un soldat, mais qui était chargé de missions ultra secrètes. Jusqu'à aujourd'hui, sa photo, pratiquement 15 ans après, on n'a pas le droit de la divulguer, parce que ça impliquerait encore des choses qu'il a fait, dont nous continuons à bénéficier 15 ans après. Et donc il ne faut pas que les Libanais, ou peu importe qui, savent qui il était, parce que si ça se trouve, il a mangé en face du chef du Hezbollah sans qu'il le sache. Donc il ne faut absolument pas qu'il ait sa photo. C'est évident que c'est de ça qu'on parle. Et on sait très bien que la force principale, c'est la force secrète. Elle n'est pas visible, elle n'est pas dans la vitrine, personne n'en parle, on ne pourra même pas lui dire merci parce qu'on ne la voit pas, mais on sait aujourd'hui que c'est elle qui fait tout. Mes amis, c'est ça la femme. La femme, c'est le Mossad. La femme, c'est la CIA. La femme, c'est une force inimaginable, mais qui ne se dévoile que dans le secret. Derrière chaque homme fort, il y a une femme géante. Lorsque Begin a perdu sa femme, en quelques années, il s'est écroulé. Pourtant, c'était un géant. L'un des plus grands géants de l'histoire moderne d'Israël. Sa femme est morte. En 2 ans, il ne restait plus rien de Begin. Et tout le monde s'est rendu compte que celle dont on ne parlait jamais, c'était en vérité elle qui dirigeait l'État d'Israël. À sa manière. Mais elle donnait de telle force à son mari qu'une fois qu'elle a disparu, il s'est écroulé. La batterie s'est vidée, il n'avait plus où la brancher. Donc, ce n'est pas faux de dire que c'est elle qui dirigeait l'État d'Israël. Mais elle avait compris en tant qu'épouse que les médias, eux, ne parleraient que de son mari. Alors, j'avoue que ce n'est pas évident pour une femme d'être la force secrète de l'homme. Les flashs, les vitrines, les médias, il n'y en a que pour le mari. Et la femme, en vérité, c'est elle qui apporte toutes les forces à son mari, mais personne ne le saura jamais. C'est pas évident d'être une femme. Mais d'un autre côté, le monde repose sur la femme. C'est la raison profonde pour laquelle le Nachash est attaqué en premier à Chava. Mais comprenez, parce que le Nachash sait que la muraille de l'homme, c'est sa femme. Comme disent nos maîtres, Adam she'en lo isha, en lo choma. Un homme qui n'a pas d'épouse n'a pas de muraille. Donc je fais d'abord tomber la muraille et puis après lui on le bouffe tout cru. Et c'est ce qui s'est passé. Chava est tombée et regardez comment s'est comporté Adam quand elle vient et dit tiens viens ici, ouvre la bouche. Paf, allez il mange. Pas un mot, pas ma chérie, tu sais le bon Dieu a dit que c'est défendu, rien du tout. Quand elle est tombée, elle le prend comme ça et elle en fait ce qu'elle veut. On retrouve la même notion, je l'avais dit, au niveau de Yaakov. Il n'a pas eu le mérite de nommer ne serait-ce qu'un seul de ses enfants. C'est les femmes qui nomment. Toi ici, viens ce soir chez moi parce que je t'ai acheté à l'autre là. Et non mais attends, mais moi on me fait un coup pareil, je suis fou de claque moi. Parce que moi je suis un guévert, un vrai. Non, je ne suis pas un guévert, un vrai. Je suis un guévert occidental, je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds. Le Yaakov,
Il rentre du travail, Léa, elle sort son dit, t'es chez moi, Rachel, elle sort, t'es chez moi, oui, t'es chez, non, Léa, t'es chez moi ce soir. Je t'ai acheté avec les doudaïm de mon fils. Il y va sans brancher le petit toutou. C'est Yaakov, ça? Parce que Yaakov, il sait. Il s'agit de faire des enfants. Et la force principale va être donnée par la mère, pas par le père. Il s'agit de créer les 12 tribus d'Israël. Alors il met son petit ego de côté et puis il dit, j'arrive Léa, je viens, très bien. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher, ma chérie. Très bien. Voilà ce que nous révèle la Torah. La force, c'est la femme. Une autre histoire dans le Talmud très connue. Un chassid et une chassida, deux justes qui étaient mariés. Au bout de 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. C'était encore à l'époque où la loi obligeait l'homme à soit prendre une autre femme, soit se divorcer s'il ne peut pas avoir d'enfants au bout de 10 ans. Alors comme il s'aimait trop, il n'a pas pu lui faire ce coup-là d'amener une autre femme dans sa maison, ils se sont séparés. Chacun est parti sur son chemin. Elle est tombée malheureusement sur un méchant, et lui, il est tombé malheureusement sur une méchante. Donc la bonne avec un méchant, la bonne, pas la bonne, la bien avec un méchant, et le bien avec une méchante. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Talmud nous rapporte. La bonne, la bien, elle a transformé son mari méchant en juste, et la pas bonne, elle a transformé son mari juste en méchant. De là, disent nos maîtres, Akol Mikohar Aisha, la vraie force dans un couple, c'est qui? C'est la femme. Bon, nous les hommes, on se la joue, mais dans ce coup, on dit la vérité. Très bien. Ok. Dans un couple, dans une famille, dans le monde, la vraie force, c'est la femme. Maintenant, une femme qui est consciente que toute la réussite de son mari, que toute la réussite de sa famille, et donc toute la réussite du monde dépend d'elle. Sauf si elle, excusez-moi, je vais le dire à la Dénovich, sauf si elle pue d'orgueil, elle acceptera son rôle caché, parce qu'elle sait que c'est précisément en étant cachée qu'elle trouve toutes ses forces. Du jour où elle va dire, moi je veux être comme un homme, je veux être dans la vitrine, eh ben, on va la mettre dans la vitrine. À chaque fois qu'on voudra vendre du dentifrice, ou une paire de chaussures, eh ben, sur la pub, on mettra une pauvre tarée à côté de son dentifrice. Voilà. Elle a perdu toute sa dimension. On en a fait une vendeuse des dentifrices. C'est ça la liberté, c'est ça le MLF, c'est ça ce que tu voulais, ma chérie. Tu voulais qu'on t'utilise pour vendre du dentifrice, pour vendre des beaux sourires. Voilà ce que l'homme il a fait de toi. Tu t'es fait avoir complètement. Il t'a mis dans la vitrine, mais pour se faire encore plus de pognon qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se vend, ça se vend avec une belle femme. Voilà. Et donc finalement, tu as tout perdu. Ta vraie force, tu l'as perdue. Encore une fois, je pourrais parler pendant des heures, mais je n'ai pas le temps. L'homme, quel est son rôle? C'est très simple. L'homme, c'est un portable. D'accord? Tu parles dans le portable, tu ne parles pas dans la prise. Mais il a besoin de se rebrancher constamment. Et s'il n'a pas la prise, il est mort. Au bout de 4 heures, 5 heures, surtout si tu travailles beaucoup, tu ne peux plus rien en faire, tu peux le jeter. Sa prise, c'est sa femme. C'est vrai, on ne parle pas dans la prise, on parle dans le téléphone. C'est vrai, c'est pas la prise qui coûte cher, la prise elle coûte pas cher, le téléphone il peut coûter jusqu'à 3 ou 4 000 €. Si on prend le iPhone 6 ou je sais pas quoi. Alors c'est vrai, plein feu sur le téléphone, mais d'un autre côté le téléphone il vaut rien sans la prise. Donc lui aussi, qu'est-ce qu'on lui demande au téléphone? On lui demande d'être effectivement celui qui est mis en évidence, mais rappelle-toi toujours que si tu fais ce que tu peux faire, c'est grâce à ta prise. Ne l'oublie jamais. Comme je dis toujours, ce n'est pas de moi, c'est nos maîtres qui le disent. La réussite matérielle d'un homme dépend de son épouse. Ce qui veut dire que s'il a un job qui lui permet de rentrer 20 ou 30 ou 40 000 € par mois, quand il rentre à la fin du mois avec son enveloppe de 30 000 €, il donne tout à sa femme, il dit merci ma chérie, tu as bien travaillé, est-ce que je peux avoir un peu d'argent de poche? C'est comme ça que ça doit fonctionner. Même, je parle même d'une femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison parce qu'elle s'occupe des enfants. Ou elle a besoin de travailler parce que tout simplement son mari rapporte 30 000 € par mois. Mais normalement, ce qu'il doit faire, c'est donner l'enveloppe à sa femme, dire merci ma chérie, tu as bien bossé, tu m'as amené la bracha, est-ce que je peux avoir un peu d'argent de poche, si tu es sage? Ça fonctionne. Donc finalement, chacun a un rôle très différent. Oui, le soldat sera un homme. Oui, le dirigeant sera un homme. Oui, le chef d'entreprise sera un homme. Je vais me faire zigouiller avec un pot pareil, c'est pas grave. Oui, celui qui est mis en évidence sera un homme. Il y a des exceptions, bien sûr. On a eu des guerrières qui étaient des femmes, comme Déborah ou d'autres. Mais je parle en général. Oui,
Mais d'un autre côté, l'homme doit avoir cette humilité de savoir qu'il n'existe, qu'il ne tient que parce qu'il a à ses côtés une femme dans l'ombre qui est en vérité sa prise, son énergie, sa force. Sans elle, il n'est rien. Et c'est comme ça qu'il se complète. Évidemment, le monde occidental a complètement perdu cette idéologie. Il la refuse, il lutte contre ça, jusqu'au point où on en arrive comme en Suède, le pays où il y a le plus de divorces au monde, où l'homme est à la maison et reçoit les allocations familiales, et la femme est dehors et travaille. C'est-à-dire ils ont poussé jusqu'à l'extrême que c'est la femme qui travaille et l'homme qui reste à la maison pour garder les enfants. C'est comme par hasard, mais personne ne fait le lien. Le pays où il y a le plus de suicides au monde, comme par hasard. Donc, on n'en est pas partout jusqu'à là, mais c'est plus ou moins ce qui se fait. Après, on en arrive à l'histoire, donc, des oiseaux. Alors, nos maîtres nous disent une chose suivante. Je pourrais expliquer sincèrement, pendant des heures et des heures, tout ce à quoi fait allusion l'histoire des oiseaux, mais je vais prendre l'essentiel par rapport à ce cours et malheureusement, je ne peux pas en dire plus. En vérité, nos maîtres posent une question. On parle de la mère, on parle des enfants, et on parle d'un nid qui est abandonné dans un endroit qui n'appartient à personne. Un nid abandonné, parce que sachez que cette loi de Shiloh-Rakan n'existe pas dans un nid, dans une propriété privée. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires, c'est-à-dire des éleveurs d'oiseaux. Il n'y a pas cette loi-là. Cette loi-là est uniquement lorsque tu te promènes dans un lieu qui n'appartient à personne et que là-bas, tu trouves un nid d'oiseaux. On te dit, si tu veux les enfants, chasse la mère. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, je ne pourrais pas tout expliquer, on ne parle que d'un nid dans lequel il y a une mère. Nos maîtres posent une question, mais où est le père? Et si c'est le père qui est là, qui est en train de nourrir ses enfants, où est le père? Nos maîtres nous répondent. Ce passage fait allusion, entre autres, au message qui est la réponse à ce qui précède. Ça veut dire, c'est vrai qu'on vit de plus en plus, depuis toujours, mais aujourd'hui c'est devenu la norme, d'accord? Aujourd'hui, je veux dire, si tu n'as pas divorcé 3 fois, on ne va pas prendre au sérieux. Quoi, t'es avec la même bonne femme depuis 50 ans? C'est pas possible. Mais comment tu fais? Je veux dire, elle a 50 piges, ta femme, elle est plus tellement attirante. Prends-toi une gosse de 20 ans. T'as les moyens. En plus, c'est tout le temps en voyage, personne ne va le voir. Et donc, aujourd'hui, une femme qui se retrouve toute seule avec des enfants, c'est la norme. D'accord? On fait un gosse ici, on fait un gosse là, etc. Et puis, où est le père? Ben, le père, il s'est amusé, il y a eu un accident, et il a laissé la bonne femme abandonnée avec ses gosses. C'est la norme. Bon, on essaie de se protéger, mais l'image reste vraie. Et donc, ce nid où il n'y a qu'une mère, finalement une maison abandonnée, où la maman se retrouve toute seule à élever ses enfants, ce qu'on appelle Isha Chadorit. Comment on dit Isha Chadorit en français? Les mères seules, les mères célibataires, d'accord, ce qui est devenu la norme aujourd'hui dans le monde occidental. Mais elles ne sont pas aidées. Et bon, aider, pas aider, peu importe, c'est pas le sujet, mais quoi qu'il en soit, c'est devenu la norme aujourd'hui. C'est le symbole finalement des couples brisés, des familles brisées. Maintenant, la Torah prend l'exemple extrême de la mère vraiment abandonnée. Dans le cas finalement du divorce, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le monde? Des divorces ou des mariages? Des divorces. C'est quoi un divorce? C'est une femme abandonnée qui se retrouve seule avec ses gosses. Et elle veille que le père, le mari, veuille donner la pension. D'accord? Donc, l'image d'une maison dans laquelle se trouve une femme seule avec des enfants, abandonnée, c'est ça l'image du nid. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah? Une chose extraordinaire. Toi, tu arrives et tu vois une femme seule avec des enfants. Et la femme, elle peut avoir 25 ans, 30 ans, elle est mignonne. D'accord? Tu veux te la prendre pour toi et abandonner les enfants? Non, 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 non. Occupe-toi des enfants en premier. Si tu veux la mère, occupe-toi des enfants. Ça, c'est aussi un message extraordinaire. Parce que, excusez-moi, mais aujourd'hui, c'est devenu aussi une nouvelle norme. Les femmes de 25, 27 ans qui se retrouvent déjà avec un gosse ou deux et abandonnées, parce qu'aujourd'hui, ça va très très vite. 30 ans, 35 ans, elles sont encore très jeunes. Et si le mari il a complètement disparu, parce que le mari n'est pas forcément le mari légal, ça peut être aussi un mari de passage. On est rentré d'une boîte de nuit, puis il y a eu un accident. D'accord, mais je me retrouve avec un gosse. Et je ne sais même pas qui c'est qui me l'a fait. Donc je ne peux pas l'attaquer, il n'y a pas de pension, il n'y a pas rien.
Il faut les nourrir, les gosses. Si je trouve quelqu'un qui, en échange de ma gentillesse, me donne 3-4 000 euros tous les mois, c'est pas vraiment de la prostitution, c'est tout simplement que j'ai besoin de nourrir mes gosses. Et puis c'est le même homme, je pars pas avec 10 par semaine, c'est le même homme. Je suis belle, il me donne 3 000 euros par mois, je fais vivre mes enfants. Aujourd'hui, c'est devenu la super norme de toutes les femmes seules. Mais les pauvres, il faut les comprendre aussi. La Torah nous dit, t'es une ordure si tu fais ça. Non, 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 non. Tu la veux, tu t'occupes des gosses. C'est un message extraordinaire. Karet abanim, mais prends pas la mère pour toi. Ça, c'est interdit de le faire. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? La Torah ici nous révèle un message extraordinaire. Toute l'idéologie occidentale, qui est l'idéologie israélienne par excellence aussi, qui prétend qu'il n'y a plus aucune différence entre l'homme et la femme, est la conséquence directe du fait qu'il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille. On a perdu la notion d'un père, d'une mère, de parents, d'enfants. On ne vit que de divorces ou que d'accidents ou que de femmes abandonnées. On ne vit que de ça aujourd'hui. Et donc, comme il n'y a plus de famille, automatiquement, on n'a plus l'espace qui nous permet de comprendre ce qu'est un homme et une femme. Comment voulez-vous que des enfants qui n'ont jamais connu leur père, ou comment voulez-vous que des enfants qui ont été abandonnés par leur père quand vous avez 3 ou 4 ans, comment voulez-vous que si ce sont des filles, elles respectent l'homme? C'est normal que ces filles vont grandir et vont dire un jour, quelle est la différence entre moi et un homme? Au contraire, les hommes, c'est de la pourriture. Mon père, il m'a abandonné quand j'avais 3 ans. Donc cette idéologie, elle est fondée sur quelque chose qui malheureusement est la réalité vraie. Regardez comment il y a des millénaires, la Torah nous a tout expliqué. Si la famille n'avait pas été détruite, jamais on n'en serait arrivé à ce qu'on est, à ce qu'on voit aujourd'hui, où on n'est plus capable de faire la différence entre un homme et une femme. Mais parce que les hommes sont plus des hommes, et parce que les femmes sont plus des femmes, parce que les enfants ont grandi dans une maison où ils ont vu très souvent, trop souvent, c'est devenu une norme, tous les mois, maman, elle vient avec un nouveau copain. Mais c'est normal, maman, elle a 25 ans. Et son mari l'a abandonnée. Et il faut bien quelqu'un qui entretient sa famille. Et puis, qu'est-ce qu'elle n'est pas fautive, la pauvre. Tous les mois, son copain, il va en chercher une autre. Alors, elle change de copain. Pourquoi elle ne se marie pas? On va faire le coup une fois, on ne fera pas le coup 2 fois. Elle a peur maintenant de se marier. Elle connaît trop les hommes. Mais la fille ou le garçon qui voit que tous les mois, il y a un nouveau copain qui rentre à la maison, comment voulez-vous qu'il respecte l'homme ou la femme? L'idéologie de l'égalité, l'idéologie de la disparition de l'identité masculine et féminine est la conséquence directe du fait qu'en premier lieu, c'est la famille qui a disparu. Voilà. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce que je dis, je vous affirme que 80% des problèmes d'homosexualité ou de lesbienne, etc., viennent de familles détruites. Viennent de familles détruites. 80% viennent de familles détruites. C'est très rare. Il y a des exceptions dans tout dans ce monde. Il n'y a que le bon Dieu qui n'a pas d'exception. Nous, on est des humains, donc il y a un monde d'exceptions. À part quelques exceptions relativement fréquentes, malgré tout, la majorité des cas d'homosexualité ou de tout ce que vous voulez sont la conséquence directe d'une enfance à l'intérieur d'une cellule familiale détruite ou très mal, qui fonctionnait très très mal. Et donc automatiquement, il n'y a plus de point de repère, on ne sait plus ce que c'est un homme, on ne sait plus ce que c'est une femme, et automatiquement, après, ça va devenir de n'importe quoi. Plus encore, si la mère n'a pas été à la hauteur, ça peut influencer le garçon au point qu'il sera écœuré par les femmes. Si le père n'a pas été à la hauteur, ça peut influencer les filles jusqu'au point d'être écœurées par les hommes. Évidemment. Et donc tout ça, ça a une explication. Vous vous rendez compte que ces 2 passages qui se suivent dans la Torah, il y a plus de 4000 ans, la Torah nous avait déjà donné le secret de ce que nous vivons aujourd'hui à l'époque moderne, quand on a un minimum de clés. Et on passe à la dernière partie du cours. La lutte contre la nationalité juive. De quoi parle la fin de la paracha? La venue d'Amalek. Zachor etma she'asa lecha Amalek.
Vous le savez depuis des années que vous me suivez. Quel est le problème d'Amalek? Contre quoi il se bat? Amalek est antisémite? Non, je l'ai expliqué des milliers de fois. Amalek n'est pas antisémite. Amalek est anti-sioniste ou anti-nationalité juive. Amalek n'est pas antisémite. Les grands destructeurs d'Israël se sont toujours levés au moment où notre nation était en train de se reconstruire. Aman arrive après quelques années, après que Cyrus, premier roi de Perse, permet le retour d'Israël sur sa terre. Après, les Juifs commencent à retourner, sont en train de reconstruire le temple. Arrive le troisième roi de Perse qui est Assuérus, et son bras droit sera Hitler Aman, qui fera tout pour stopper le retour d'Israël sur sa terre. La première fois que la Torah nous parle d'une volonté de génocide, c'est au moment où les Juifs sont en train de quitter le galout de Babylone. Et des millénaires après dans l'histoire, Hitler n'était pas antisémite. Hitler a décrété la solution finale après sa rencontre avec le moufti de Jérusalem. Bien sûr qu'il avait commencé à tuer des Juifs avant. Mais la solution finale, c'est le moufti de Jérusalem qui lui a insufflé. Tu n'as rien compris, Hitler. On s'en fout de tuer les Juifs. De toute façon, on l'a toujours fait. Ce qu'on veut, c'est empêcher la nation d'Israël de renaître sur sa terre. Et à ce moment-là, la solution finale. Et c'est toujours comme ça. Les Iraniens ne sont pas antisémites. Un Juif iranien jouit pratiquement de tous les avantages, de tous les honneurs et de tout le respect de n'importe quel autre Iranien aujourd'hui en Iran. Il y a des parlementaires juifs au Parlement iranien. Il y a des médecins, il y a des avocats, etc. Il y en a un, peu importe. Mais l'idée, vous imaginez un parlementaire juif dans le Troisième Reich, ou même en Pologne ou en Ukraine. Il y a, malgré tout, même si c'est très symbolique, en tous les cas, un juif peut, à Téhéran, sortir de chez lui avec un talit et se rendre à la synagogue. Le jour de Simchat Torah, on autorise les juifs à sortir avec le Sefer Torah et danser dans la rue à côté de la synagogue. Et personne n'ira les décapiter. Oui, aussi incroyable que ce soit. Mais c'est la seule nation qui aujourd'hui parle d'exterminer la nation d'Israël. Ça, c'est Amalek. Amalek n'a rien contre les Juifs, ou il a contre les Juifs comme on a contre les Noirs, ou contre les Arabes, ou contre toutes les minorités. Ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est tout simplement la haine de l'étranger, la haine de celui qui est chez moi et qui n'est pas comme moi. Ça n'a rien à voir avec Amalek. Amalek, lui, ce qu'il ne veut pas, c'est une nation juive. Mais, regardez ce que nous dit la Torah. La Torah, comment qu'elle nous présente Amalek? Elle dit la chose suivante, vous verrez le verset. Et il adviendra, lorsque tu auras vaincu tous les ennemis qui sont autour de toi, alors tu effaceras jusqu'au souvenir d'Amalek. Nos maîtres posent deux questions. Ça veut dire quoi lorsque tu te seras débarrassé de tous les ennemis qui sont autour de toi? Alors il faudra te battre contre Amalek. Alors si Amalek il n'est pas autour de moi, où il est? Non, c'est qu'il est forcément à l'intérieur. Deuxième question, pourquoi il est dit tu détruiras le souvenir d'Amalek? La Torah aurait dû dire tu détruiras Amalek. Pourquoi le souvenir d'Amalek? Zecher fait allusion à l'idéologie. L'idéologie d'Amalek se trouve à l'intérieur de nous, bien évidemment. Et ça, c'est marqué explicitement dans le Zohar. Le shoresh d'Amalek, ce sont en vérité des Juifs. Des Juifs qui ne veulent pas que le peuple juif soit un peuple différent des autres. Et depuis la naissance du peuple juif, il y a toujours eu à l'intérieur du peuple juif des Juifs qui œuvraient à l'intérieur du peuple juif pour empêcher Israël d'être un peuple différent. Maintenant, la plus grande différence qui va nous différencier de tous les autres peuples, c'est de dire que notre nation est une nation juive. Les Français ne sont pas une nation chrétienne. Les Américains ne sont pas une nation chrétienne. Non. Car tu peux être musulman et être américain, français, etc. Tu peux être juif, etc., etc. S'il n'y a pas de loi qui dit que ne peut véritablement porter la nationalité française qu'un
chrétien. Pourquoi? Parce que le monde occidental a radicalement séparé la religion de l'État. Et tout d'un coup, en 2018, en plein monde moderne, un État qui se prétend lui aussi à la pointe de la modernité, fait passer une loi qui dit que non, il y a un lien étroit, intime, profond entre l'identité juive et la nationalité israélienne. Je comprends que ça rend fou les nations, mais ça les rend folles, parce qu'au départ, ça rend fou d'abord au moins un bon tiers de ceux qui vivent juifs en Israël. Pourquoi ça les dérange? Parce que eux ne veulent pas être une nation différente des autres. De la même manière que partout dans le monde, n'importe quelle religion a le même titre au niveau de la nationalité, ils veulent qu'en Israël, un musulman, un druze, un athée, un bouddhiste, un chrétien, peu importe qui, puisse être considéré comme un Israélien à part entière. Encore une fois, selon l'approche occidentale, je comprends que c'est incompréhensible cette loi. Mais le problème c'est que le peuple juif ne veut pas, ou je préfère dire ne peut pas être à 100% une nation comme les autres nations. Et on ne peut pas séparer l'identité juive de la nationalité israélienne. Et ça, c'est le grand combat d'Amalek qui est d'abord à l'intérieur de nous. Vous voyez comment les deux grands problèmes que nous vivons aujourd'hui se retrouvent dans cette paracha. Et donc finalement, la Torah étant éternelle, c'est bien pour nous faire comprendre que finalement ce problème nous accompagne depuis des millénaires. Et de la même manière que, je l'ai dit des dizaines de fois, que la victoire contre Amalek sera le signe de la délivrance finale, ce qui veut dire que la délivrance finale va permettre non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière qui nous sera reconnaissante, de nous purifier de ces deux grands problèmes qui ne détruisent pas seulement Israël, mais qui détruisent l'humanité tout entière, la mort de la famille et la mort de l'identité nationale. Le Mashiach va reconstruire la famille, et en reconstruisant la famille, il reconstruira l'identité des 70 nations. Maintenant, vous comprenez, c'est vraiment la dernière phrase que je suis déjà en retard. Pourquoi, quand Abraham a été pris comme modèle de bénédiction pour toutes les nations, il n'est pas dit « tu seras une bénédiction pour toutes les nations », tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pour bien nous faire comprendre qu'une nation qui ne construit pas d'abord la famille ne peut pas être une nation. Et c'est parce que la notion de famille a disparu du monde occidental que la notion de nation est en train de disparaître aussi. Donc d'abord reconstruisons la famille et après on aura la nation. Je dois m'arrêter, je file.